sur Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi, sans courbette. L'émission à la du mardi 8 octobre 2019, pour une émission consacrée à la censure dans la littérature en jeunesse, avec le titre d'une expo à la BNF qui est, écoutez bien, ce que je trouve génial, ne les laissez pas lire. On va poursuivre donc nos pérégrinations radiophoniques, si on peut dire ça comme ça, c'est un peu tiré par les tifs, avec Pic et Coup qui va vous lire un extrait de la préface de l'abbé Bethléem, ce fameux curton, le roi de la censure, et qui s'appelle roman au pluriel à lire et roman à proscrire. Oui, alors on peut effectivement, ce que tu disais dans l'introduction de cette émission, c'est que cette exposition est une très belle exposition, elle est vraiment très complète. Elle est divisée en 4 sections identifiables par des panneaux de couleurs différentes à chaque fois. Et donc la première partie, effectivement, est consacrée au temps de l'abbé Bethléem. Donc cet abbé qui, à partir de 1904, a commencé à écrire ce guide de lecture qui était destiné aux familles catholiques pour les aider à choisir les bons et les mauvais livres. Il y a eu plusieurs rééditions. Donc sur le site de la BNF aussi, qui est vraiment très bien fait, il y a des liens. Donc il y a le lien sur Gallica qui a mis en ligne tout l'ouvrage de l'abbé. Donc moi je vais juste lire quelques lignes de l'avant-propos et de la préface. Après, dans cet ouvrage, effectivement, il y a beaucoup de détails sur il y a auteur par auteur, qu'est-ce qu'on peut lire, qu'est-ce qu'on ne peut pas lire, dans quelles mains ça doit être mise, pour quel type de population, quels âges, et voilà, il y a des mises en garde à chaque fois. Donc voilà un début de l'avant-propos donc des précédentes éditions qui disait: cet ouvrage est un catalogue qui a pour but de départager les romans en diverses catégories selon qu'ils respectent plus ou moins les prescriptions de l'Église et les lois de la morale chrétienne. Premièrement, cette sélection est délicate car elle limite les droits de l'art en le soumettant aux lois morales et elle aboutit à des proscriptions. Deuxièmement, mais elle est nécessaire. Troisièmement, les exigences de l'âme passent avant celles de l'art. Grand 2, pour établir cette sélection qui suppose un travail immense, on a considéré qu'il y a dans le danger de certaines lectures du relatif et de l'absolu, et on a réparti en catégories distinctes les romanciers, premièrement, deuxièmement, et dans la classification des romanciers, les romans eux-mêmes, et troisièmement, un appel aux âmes de bonne volonté. Voilà un extrait aussi donc de l'avant-propos en début de livre. Oui, la littérature est indépendante de la morale, en ce sens qu'elle a son objet et son domaine à elle, mais en tant qu'elle est l'œuvre d'un homme et qu'elle s'adresse à des hommes, elle relève des lois qui régissent l'homme même et elle a la stricte obligation de s'y soumettre. Si illustre et si puissante qu'elle soit, elle n'a pas le droit de se mettre à la traverse sur le chemin que l'homme doit parcourir pour atteindre sa fin, qu'elle s'abstienne de prier, de chanter les louanges du Seigneur et d'enseigner les devoirs imposés aux créatures, soit, mais si elle n'a pas pour mission essentielle de psalmodier ou de catéchiser, il lui est rigoureusement interdit de blesser, d'aveugler et surtout de souiller et d'égarer. Quand elle profère des blasphèmes ou étale des lubricités, eut-elle pour apôtre et pour turiféraire des génies incomparables, elle devient un obstacle à la fin supérieure de l'homme. La morale a le droit de le dire et appuyer sur l'histoire. Elle a toute facilité de le prouver. Il y a donc des romans à proscrire. Donc voilà, si on va à la table des matières à la fin du livre, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a donc cet avant-propos et cette préface. Donc après, il y a un chapitre sur ces romans à proscrire en vertu des décrets de l'index. Il y a le nombre de quelques ouvrages qui ont été mis à l'index. Après, il y a les romans à prescrire en vertu de la morale chrétienne, les romans mondains ou romanciers dont certaines œuvres peuvent figurer dans les bibliothèques des gens du monde et être lues par des personnes d'un âge et d'un jugement mûr. Ensuite, les romans honnêtes qui peuvent être lus sans danger par les jeunes gens ou jeunes filles sagement formées. Ensuite, les romans propres à intéresser la jeunesse et qui peuvent être généralement laissés entre toutes les mains. Puis les romans enfantins, donc des histoires amusantes pour les jeunes gens, les petites filles et les enfants. Et à la fin, il y a toute la table des auteurs qui sont classés et appréciés donc, dans ce volume de l'abbé Bethléem. Donc dans cette exposition, effectivement, il y a plusieurs images. Et d'ailleurs, il y en a certaines où on voit au départ, on voit cet abbé Bethléem qu'on voit, il y a une photo où on le voit justement dans les rues en train
de mettre à mal, de déchirer des journaux qui plaisaient pas, qui lui plaisaient pas. Donc on est à la fin de l'année 1926 et cet abbé justement lacère publiquement des journaux licencieux qui sont vendus dans les kiosques parisiens pour faire connaître son combat auprès de l'opinion. Donc voilà ce que dit cet abbé à 5 ou 6 reprises au boulevard, à l'avenue des Champs-Élysées, dans les gares du Nord et de Saint-Lazare. J'ai saisi quelques-uns de ces journaux et je les ai mis en pièces. Alors, il est quand même précisé que suite à ces lacérations de journaux, justement, l'abbé Bethléem avait été attaqué en justice et a été condamné à 11 francs d'amende. Combien ? 11 francs d'amende. Ouais, non, mais ça serait si ridicule si c'était pas si tragique. Parce que se permettre, quand on a un cureton, même quand on n'est pas un cureton, quand on a un politique, ou quand on a une responsabilité public en tout cas, de porter des jugements en vertu de quoi on se demande une supposée morale, et quand on sait ce que l'Église a fait de la morale d'une manière générale, voire aujourd'hui avec la pédophilie, avec les viols de bonnes sœurs et tout ça, voilà, c'est quelque chose de tragique, parce que ce sont des générations d'enfants à qui on a imposé une littérature débile. Et on les a pas formés, mais on les a déformés, parce que ces enfants-là, si vous voulez, quand ils deviennent des adultes, eh ben, ils sont complètement déconnectés des réalités de la vie, parce que la vie, c'est pas un champ de coquelicots. Ouais. Alors, ouais, justement, donc dans cette, il y a une revue qui s'appelle la Revue des lectures, hein, qui était fait par cet abbé, et il intensifie donc cette croisade contre ce qui va être à l'époque justement tous ces illustrés pour la jeunesse, et donc il va s'attaquer à toutes ces bandes dessinées américaines qui arrivaient en France, hein, comme le journal de Mickey en 1934, ou des journaux plus laïques comme Copain Cop. Et pour lui, effectivement, tous ces illustrés favorisent la délinquance juvénile. Et voilà, donc il va s'attaquer à toute cette presse-là, quoi. Donc il y a aussi là dans cette exposition, on peut voir justement des photos des journaux, de la presse, des bandes dessinées, des comics de l'époque. Ouais. Oh, maintenant, on a d'autres formes de censure. On vous en parlera à la fin de notre propos sur la censure dans la littérature enfantine, qui sont beaucoup plus redoutables que ce qu'il pouvait y avoir à cette époque-là. Hein. C'est maintenant, il suffit qu'un mec dise une connerie, ou une nana dise une connerie sur quelque chose, et c'est repris d'une manière exponentielle. C'est des centaines de milliers de gens qui s'y collent. C'est plus un critique ou quelque chose comme ça. Ouais, alors par exemple, il y a un texte qui était de Ne laissons pas corrompre notre jeunesse, un texte de 1950 où on disait la sexualité et le sadisme qui s'expriment dans des dessins indécents et suggestifs, comme des femmes déshabillées provocantes, des attitudes lascives qui obsèdent le cerveau de l'adolescent. Tout cela se retrouve dans les Tarzan, Donald, Superboy, Jumbo, Zorro. Voilà par exemple ce qu'on peut voir sur les murs. Donc en fait cette croisade de l'abbé aboutira à une loi qui va être la loi justement sur la littérature jeunesse, qui va être la loi de 49, quoi. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Tout à coup la prison bien close, où vivait le bel animal, s'ouvrant de c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le Saint-Jean sortant de sa cage, dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère. Gare au gorille. Patron de la ménagerie, criait t'es perdu, nom de nom, c'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fif des deux fuseaux. Gare au gorille. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut y reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte. Bien des femmes vous le diront. Gare au gorille.
le monde se précipite, hors d'atteinte du Saint-Jean rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que toutes se dérobent, le quadrumane accéléra son dandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Garogorille, bas soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer. Ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pensait impassible qu'on me prenne pour une guenon. C'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Garogorille, supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre. Lequel choisirait-il des deux? Qu'une alternative pareille, un de ces 4 jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille, qui sera l'objet de mon choix. Garogorille. Mais par malheur si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors au lieu d'opter pour la vieille comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Garogorille, la suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Garogorille. Garogorille de Georges Brassens. Et oui, pour cette émission, justement, on a décidé de mettre des chansons qui avaient été censurées, parce qu'il n'y a pas que la littérature jeunesse et la littérature pour adultes qui peut avoir des censures. Effectivement, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle 100 chansons censurées. Donc, c'est un livre qui a été écrit par Emmanuelle Pierrat, qui est spécialiste du droit d'auteur, et Aurélie Svès, qui est compositrice, chroniqueuse musicale à la radio. Et donc ce livre et ce disque donc parlent de toutes les chansons qui ont été censurées. Donc je trouve que c'est intéressant justement de revenir à ce contexte de censure en proposant des chansons qui à l'époque n'étaient pas du tout acceptées, quoi. Tout à fait. Parce que la censure, c'était la censure pour la littérature jeunesse, mais on a toujours la liberté de la relier à d'autres censures parce que les chansons de Brassens ou les chansons comme de ce style, je veux dire, c'est quand même pas... c'est pas de la pornographie pure et dure, hein, ce sont des chansons magnifiques qui éduquent en même temps. Voilà, parce que quand... bon, je ne vais pas t'articuler là-dessus. Mais pour l'anecdote, les colonies de vacances de Pierre Perret avaient été censurées. C'est-à-dire que c'est Madame Yvonne de Gaulle qui n'avait pas du tout apprécié que dans la première partie de la chanson, les enfants fassent pipi dans le lavabo. Elle voulait que Pierre Perret retire ces paroles-là. Bon, Pierre Perret n'a jamais voulu retirer ces paroles. Yvonne ? Ouais, d'accord, bon. Oui, parce que tous les enfants pissent dans les lavabos, hein, c'est bien connu. Et peut-être que le père de Gaulle, quand il était minot, c'est ce qu'il faisait aussi, hein. Bon. Voilà, donc après, dans cette exposition, la deuxième partie de l'exposition, c'est la mise en œuvre de cette loi de 49 sur les publications destinées à l'enfance et à la jeunesse. Alors, ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que cet abbé Bethléem, en fait, a pas vu finalement l'aboutissement de son combat. Lui, il est mort en 1940 et la loi est parue en 1949. Donc, cette loi de 49, qu'on peut avoir également aussi sur ce site de la BNF, elle va instaurer un contrôle des lectures donc destinées à l'enfance et à la jeunesse. Et on vise donc particulièrement toutes ces bandes dessinées qui arrivent là et qui révolutionnent un peu le paysage quand même. Donc les éditeurs, que ce soit des éditeurs français ou belges, en fait, vont faire un effort d'adaptation et même de l'autocensure sur les textes ou les images. Et on précise que pour éviter les interdictions, les éditeurs français de comics américains vont même aller jusqu'à retoucher les planches originales en retirant des onomatopées qui jugeaient trop voyantes ou gommer des armes ou des scènes qui sont trop violentes. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on arrive de toute façon souvent à l'autocensure, hein. Alors il y a des éditeurs francophones qui sont aussi particulièrement touchés, hein, les éditeurs aussi belges de bande dessinée comme Dupuis avec Tarzan, Mais Boule et Bill ou Lucky Luke. Je crois même que Spirou aussi a été censuré. Oui, d'ailleurs, Spirou a été censuré, aussi. Spirou a été censuré. Il y a 7 albums qui ont été interdits d'importation en 1954 durant la guerre froide.
Et donc en fait, il précise que les éditions Dupuis ont mis progressivement en place une stratégie d'autocensure, voilà, pour anticiper les critiques de la commission et éviter les interdictions d'importation. Donc ensuite en 1949, on va faire un petit pas en arrière pour préciser que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une censure aussi qui était très présente, parce que certains journaux pour la jeunesse sont suspendus, cette fois-ci par l'occupant allemand ou par le secrétariat général à l'information du régime de Vichy, et la Croix parle alors d'un assainissement qui s'imposait. Donc il y a une liste qu'on appelle la liste Otto, du nom de l'ambassadeur allemand Otto Abetz, qui vise bien sûr les auteurs juifs et les ouvrages anti-allemands. Donc au lendemain de la guerre, cette question de la jeunesse et de sa protection devient un enjeu majeur, et tous les acteurs demandent un contrôle de la presse illustrée, pleine des couleurs effrayantes, des dessins indécents, des bandes dessinées. C'est toujours ces bandes dessinées qui font parler, quoi. Et après, donc, troisième partie de l'exposition, on arrive à un moment vraiment, un tournant dans l'histoire, c'est quand même après mai 68. Après mai 68, là, il y a effectivement des livres qui vont aller beaucoup plus loin, qui vont parler d'amour, de sexualité, du corps. Donc, c'est un moment bouleversé, un grand bouleversement quand même dans l'édition jeunesse. On va briser tous ces tabous et inventer une nouvelle conception de l'enfance et des nouveaux livres pour enfants. Et là, c'est pareil, il y en a qui ne vont pas plaire du tout. Et d'ailleurs, en 1985, il y a un nouvel abbé Bethléem, c'est une femme qui s'appelle Marie-Claude Monchot, qui est auteure et illustratrice de livres pour enfants, et qui va écrire, elle, Écrit pour nuire. Donc, c'est un pamphlet qui est destiné aux parents et qui va être contre justement tous ces livres qui vont un peu ouvrir les esprits à la jeunesse. Donc après 68, effectivement, on va avoir des auteurs comme Maurice Sendak, Tommy Ungerer, où là, les héros sont des héros qui seront un peu moins sages, qui seront moins punis. On va trouver des petites filles qui vont se rebeller. On va trouver une question qui s'appelle Du côté des petites filles. On a l'éducation sexuelle qui se libère. Alors, il parle du journal Okapi, où il y a des nouveaux illustrateurs. Il y a les éditions du Sourire qui mord. Il y a François Ruy Vidal qui s'associe avec l'américain Art Lindquist pour proposer des albums radicaux. Et là, on est dans un esthétique psychédélique. Et d'ailleurs, il y a une phrase de François Ruy Vidal qui est sur les murs de cette BNF que j'aime bien, qui affirme qu'il n'y a pas de couleurs pour enfants, mais il y a les couleurs. Il n'y a pas de graphisme pour enfants, mais il y a le graphisme. Il n'y a pas de littérature pour enfants, il y a la littérature. Voilà. Ce qu'on peut lire aussi sur les murs de cette exposition, c'est une conférence de presse pour le lancement des éditions des femmes d'avril 74. Voilà. Notre projet serait de publier tout, le refouler, le censurer, le renvoyer des maisons d'édition bourgeoises. Alors il y a un livre qui s'appelle, donc dans cette édition des femmes, voilà ce qu'on peut lire. Dans un monde où les petites éléphantes sont parquées pour devenir roses et bien élevées, la petite rose devient grise et libre. Donc c'est un premier album pour enfants qui est là qui est complètement féministe. Alors tout à l'heure j'ai cité donc cette Marie-Claude Monchot, et cette Marie-Claude Monchot donc va s'attaquer à cette littérature jeunesse, et son ouvrage va être quand même bien relayé dans les médias. Et donc comme elle est très active justement dans ses conférences et ses courriers, elle écrit à la Revue des livres pour enfants, donc elle va être quand même entendue, à tel point que sur Paris ou Montfermeil par exemple, des élus vont s'inspirer de son livre pour contrôler les acquisitions des bibliothèques municipales et parfois retirer des livres indésirables. Alors heureusement, il y a quand même toujours des bibliothécaires qui vont de l'avant et qui vont contre les interdits, donc qui vont, elles, se mobiliser contre ces censures pas justifiées. Absolument. Heureusement qu'il y a des bibliothécaires. Cette Marie-Claude Monchot, elle s'en prend à un auteur qui s'appelle Robert Cormier. Alors voilà ce qu'elle dit de lui: les passages à tabac, la violence gratuite, la rage impuissante devant l'adulte, la crainte névrotique de la sexualité adolescente, voilà ce qu'est un livre de Robert Cormier. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce que Robert Cormier répond, ce que les enfants lui disent. Les enfants ne cessent de me dire: je ne sais pas comment vous faites, mais c'est nous dans le livre. Donc voilà des réactions qui sont incroyablement forte, parce que justement il a compris ce qu'était un enfant, ou un adolescent, et ce que cet adolescent attendait justement d'un auteur.
Voilà, ouais, bien sûr. Non, ça c'est, si vous voulez, les histoires comme ça, il y en a vraiment des tonnes. Parce que moi j'ai écrit un petit bouquin qui s'appelait Idriss Petit Apprenti, où c'est aux éditions Magnard, voilà. Et ce petit bouquin sur l'histoire d'un petit enfant d'immigrés maghrébins, il y a de la violence, puisqu'il y a des loupards dans sa cité qui obligent les enfants à dealer, etc. etc. Il y a un vieillard, un vieil artisan peintre en lettres qui l'adopte plus ou moins, enfin il n'est pas abandonné par ses parents, mais dans une façon de parler, et qui lui apprend son métier, etc. Et donc il se retire du circuit des revendeurs de drogue, et là les loupards qui emploient les enfants, ils vont passer ce vieux monsieur à tabac jusqu'à essayer de le tuer, quoi, voilà. Alors il y a de la violence, mais c'est passé. Par contre, je lui parlerai d'un autre bouquin qui n'est pas passé et qui a été censuré, et pourtant il est aussi violent, mais pas la même violence. Ah, bah, tu peux en parler, puisqu'il est sur les murs de cette exposition. Oui, l'autre bouquin, c'est Momo Palestine. Alors là, ça se passe évidemment en Palestine, dans la colonie des Israéliens, et il y a un petit enfant qui s'appelle Mohamed, Momo, ses parents sont partis de leur village qui a été détruit par l'armée israélienne, et ils vont se réfugier évidemment dans un camp de réfugiés, et Momo, dans ce camp, il rêve, si vous voulez, de retourner dans son village, parce qu'il y a des vieux là dans le camp de réfugiés qui parlent de leurs souvenirs, etc. Et Momo, il écoute toutes ces paroles, il les boit même, comme on dit, hein, bon. Et il part de ce camp de réfugiés pour retrouver son village, et à la place du village, il retrouve une colonie avec des petits pavillons tout neufs, etc., comme sont les colonies en Israël. Et voilà, et il dit, il y a des soldats évidemment qui gardent le village contre les agressions des Palestiniens, c'est plutôt le contraire qui se passe, mais pas bon. Et quand Momo leur dit, c'est mon village, et ils se foutent de sa gueule, ils le virent à coups de pompe dans le cul, et il va se retrouver dans une petite ville charmante, et là, il y a aussi encore les chars israéliens qui se ramènent, et Momo, il n'en peut plus, là, il prend des pierres, il leur jette dessus, et il sera tué au cours de ces échanges. Voilà ce que j'ai écrit, et croyez-moi, ça a fait un bousin. Ça a commencé à Saint-Paul-de-Vence, où le maire a décidé de le retirer de la bibliothèque municipale parce que il avait des comment on appelle ça, les gens de sa commune, enfin je vous dirai pas lesquels, mais vous le devinerez, qui ont dit que c'était un ouvrage antisémite, voilà. Et le maire, pour apaiser la colère de ses concitoyens, il a interdit le livre. Voilà, et puis je vous dis pas les lettres d'insultes, etc. que j'ai reçues, mais c'est quelque chose d'invraisemblable, jusqu'à menacer ma vie. Enfin bon, j'ai jamais eu peur de ça, parce que les gens qui menacent la vie, en général, par le web, ils passent pas à l'acte. Et puis seulement, voilà, sauf que j'étais à ce moment-là à la charte des auteurs illustrateurs jeunesse, où il y a aussi des charmants camarades de la charte des illustrateurs jeunesse qui m'ont attaqué sur ce bouquin. Et la charte m'a défendu. Voilà, j'ai trouvé ça assez formidable, puisque ce qui nous est arrivé à Radio Libertaire, c'est la même chose, mais Radio Libertaire ne nous a pas défendu. Hein. Voilà, il nous a même viré. Alors, et puis aussi, il y a eu l'association nationale des bibliothécaires de France, la plus vieille association de bibliothécaires, qui a plus d'un siècle, qui a pris ma défense. Ils publient un livre qui s'appelle, je me souviens plus, le magazine, bref, ils publient un magazine de leur association, et ils en ont publié un sur la censure, et ils avaient pris ma défense en publiant quelques pages d'illustration, et voilà. Et les propos de mon éditeur, car il faut dire que mon éditeur, qui était grandi à Orange à ce moment-là,
il s'est tiré d'orange parce qu'avec avec la municipalité extrême droite, il n'est pas très bien vu. Et lui, c'était quelqu'un avec sa femme, Aline, qui avait milité pendant la guerre d'Algérie pour le FLN, etc., qui avait été, comme on dit, les porteurs de valises, quelque chose comme ça, quoi, voilà. Alors bon, il a eu le courage de publier cet ouvrage, et lui aussi a été attaqué, évidemment, par des amis. Moi aussi, j'ai été attaqué par des amis. Hein. C'est pas seulement les gens qui me considéraient comme antisémite, mais les amis, pourquoi t'as fait ça? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Bref, vous voyez, tout ça pour dire, et ce petit bouquin, enfin, ils en parlent dans cette expo à la BNF, et voilà, et je trouvais que ça, c'était courageux de leur part, surtout en ce moment, parce que là, en ce moment, c'est pas comme au début des années 2000, où ce livre a été publié. Là, ça a monté de plusieurs crans, hein, l'antisémitisme, soi-disant, quoi. Voilà, quand on est antisioniste, on est forcément antisémite. Voilà, donc on va vous parler d'autres livres comme ceux de Mario de Muraille, etc., qui ont été aussi censurés pour d'autres raisons. Mais c'est vrai que c'est important ce livre parce qu'on le connaît, du coup on le connaît bien. Là, tu as raconté l'histoire. En fait, c'est un livre vraiment qui s'adresse aux jeunes enfants aussi parce qu'il y a plus d'illustrations que de textes. En fait, il y a une phrase par page, donc c'est un texte qui est très facile à lire, qui est très bien illustré en couleur. Enfin, et donc c'est incroyable que oui, ça a été censuré à ce moment-là. Voilà, c'était une histoire qui n'était pas du tout. Tu racontais ce qui se passait, quoi. Ouais, ils ont dit ces gens qui l'ont fait retirer de la bibliothèque de Vence que j'avais un graphisme très agressif. Oui, enfin bon. Et moi, c'était tout rond, tout mignon, c'était pas agressif du tout. Hein. Ouais, alors effectivement, dans les auteurs qui ont été censurés ou ennuyés, il y a par exemple, il y a Azouz Begad qui a écrit Les voleurs d'écriture. Alors, Les voleurs d'écriture, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est désorienté après la mort de son père et qui se lance dans le cambriolage d'une bibliothèque. Donc, en juin 1992, une rencontre était prévue avec l'auteur dans une école de Toulouse et elle a été annulée à la demande de l'inspecteur d'académie. Voilà, pourquoi ? Parce qu'on a dû trouver que c'était trop violent. Alors, ce qu'Azouz Begad répond, il dit « Ces petits voleurs, c'était une accroche spéciale pour les enfants de ZEP. Je voudrais, moi, par tous les moyens, faire entrer le livre là où il n'entre jamais. Il faut parler de tout ou alors de rien pour que les enfants s'ouvrent au monde extérieur. Il leur faut le maximum d'informations, pas seulement celles de leurs parents. » Voilà. Et Mario de Muraille, elle avait été censurée, ils en parlent là, dans cette exposition, sur la 6e, où ce sont des parents qui sont divorcés, et on va reprocher la manière de s'exprimer de la petite fille. Enfin voilà, on trouve toujours plein de choses qui vont pas quand on veut pas rester dans quelque chose de très très clean. Non, mais à tel point que Mario de Muraille, maintenant, quand on veut rééditer ses bouquins, parce qu'elle a beaucoup de succès, c'est quand même une auteure reconnue, une auteure jeunesse reconnue, eh bien maintenant elle demande à relire, pas à relire, mais elle retouche ses manuscrits pour se mettre en conformité avec la bien-pensance des réseaux sociaux, et c'est là, on en parlera peut-être tout à l'heure, de la nuisance de ces réseaux sociaux. Voilà. Alors, un livre aussi, alors là, on est quand même un peu surpris, c'est La guerre des boutons de Louis Pergaud. Voilà ce qu'on peut lire sur les murs de la BNF. Vers 1950, l'institutrice qui s'occupait du dépôt nous dit « Oh là là, il y a un livre qui a fait scandale. Nous avons donc mis une pastille. » Et le livre s'est trouvé dans la caisse de dépôt de la commune voisine. Le dépositaire, qui était également une institutrice, nous dit « Mais quelle idée, vous avez mis une pastille à la guerre des boutons ?» Et là, les gens n'ont pas compris. Ouais, bien sûr. Non, il faut le faire. Imaginez quand l'Église était toute puissante, c'est-à-dire avant la séparation de l'Église et de l'État, hein, imaginez les chasses aux sorcières qu'il devait y avoir de la part des Turtons. On ne va pas remonter jusqu'à l'Inquisition, mais on pourrait, hein, voilà, ou à la colonisation de l'Afrique avec toutes les destructions de sculptures africaines, voilà, de leurs dieux, etc., à l'Amérique du Sud, avec toutes les idoles incas en or qui étaient fondues, etc., parce qu'on dit c'est les conquistadors, mais il y avait les curés aussi, puis c'était pas les moins belliqueux et les moins rapaces.
Il y a un comité qui s'appelle le manifeste, c'est un collectif qui s'appelle Renvoyons la censure, justement, qui défendent les auteurs suite à ce qui a pu être fait, justement, de bibliothèques qui refusent de prendre des livres ou qui se sentent, quand les auteurs sont attaqués. S'ils sont pour la libre circulation des idées, ils sont pour la liberté d'écriture. Il y a ceux qui font la chose en regardant le plafond ou en comptant les mouches qui sont sur le guéridon. Il y a ceux qui font la chose en pensant à l'argent et ceux qui ne pensent à rien parce que c'est fatigant. Il y a ceux qui font la chose en se demandant pourquoi et ceux qui font la chose comme s'ils étaient en bois. Ceux qui pendant la chose se mettent à bégayer et qui s'étonnent après d'avoir déquintuplé. Il y a ceux qui font la chose en chantant une chanson, en battant la mesure, en tapant du talon. Il y a ceux qui font la chose toujours un peu distant, parce que c'est le seul moyen pour avoir des enfants. Ceux qui pendant la chose poussent des cris violents pour que les voisins croient qu'ils passent un bon moment. Il y a ceux qui font la chose sans passion ni désir, parce que c'est le seul truc qui fasse vraiment maigrir. Il y a ceux qui font la chose pour battre des records, tous ceux dont les appâts ne sont qu'un livre d'or. Il y a ceux qui font la chose avec des accessoires, qui ont besoin d'une trompette ou bien d'une balançoire. Ceux qui, lorsque la chose est déjà terminée, se demandent si la chose va bientôt commencer. Il y a ceux qui font la chose pas pour la sensation, une seule fois dans l'année pour les allocations. Ils ont l'œil triste, le cou tendu, les ratés de la bagatelle. Ils font la chose en par-dessus, les ratés du fruit défendu. Car tous ceux à qui la chose ne fait rien n'aiment pas ceux à qui la chose fait du bien. La chose ou les ratés de la bagatelle, interprété par Patachou. Bon, c'est pas facile de choisir des titres censurés, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, des chanteurs qui ont été censurés. On aurait pu choisir dans ce domaine-là Déshabillez-moi, aussi interprété par Juliette Gréco. Ou Fais-moi mal, Johnny. Ou Fais-moi mal, Johnny, voilà. Et vous êtes toujours sur Radio Sous-Pente, la station des Rapins sans foi, sans loi et sans corvette, l'émission Arakai, qui va se faire bientôt ses poucous. Pour une exposition à la BNF, ne les laissez pas lire. Ouais, on a déjà évoqué pas mal de censures. Alors on peut aussi évoquer, donc il y a une censure sur des bouquins qui étaient trop antimilitaristes. Il y en a un qui est cité justement dans cette exposition, c'est Mémoire d'un colonel jardinier de Lionel Koechling. Voilà, donc c'est un album qui traite avec drôlerie de l'armée et du militarisme, c'est ce que dit Paul Liski. Et effectivement, quand on voit la couverture, donne vraiment très envie de regarder ce livre. Il y a des ouvrages qui traitent de tout ce qui est aussi, en plus de la sexualité, de l'homoparentalité, qui est quand même un thème actuel. Donc il y a par exemple Jean à deux mamans, c'est paru à l'école des loisirs. Et là, il y a des réflexions. L'auteur n'aurait-il pas pu préciser que c'est un livre avec avis parental? Alors, imaginez que des homosexuels voient leur enfant choisir un livre nazi dans une bibliothèque jeunesse. Vous trouveriez ça normal? Non, mais c'est quand même incroyable d'arriver à faire ce type de comparaison. Des comparaisons semblables. Donc il y a tous ces livres qui traitent du corps, qui sont d'actualité maintenant, quoi. Donc c'est les deux papas, les deux mamans. Il y a les éditions d'Urwerg aussi, j'aime beaucoup quand tous leurs bouquins. Et il y a Guillaume Guéraud qui a publié aux éditions d'Urwerg Je mourrai pas gibier.
Et donc, voilà ce qui a été dit de ce premier bouquin. Pour ce premier titre de leur nouvelle collection de romans policiers pour adolescents, les éditions d'Urwerk ont choisi de marquer fortement le choix d'un registre noir et violent. L'écriture coup de poing de Guillaume Guéraud trouve ici une remarquable efficacité pour saisir le lecteur dans la spirale tragique de la violence et de la haine, destinée aux lecteurs endurcis, amateurs du genre. Voilà, et c'est en février 2014, c'est Jean-François Copé qui est invité du grand jury RTL Le Monde, et il va dénoncer un livre qu'on recommande qui s'appelle Tous à poil. Donc c'est recommandé par le ministère de l'Éducation nationale. Et alors c'est surprenant parce que ça, moi je me rappelle, ça fait un tollé en 2014, donc forcément tous les gens se sont arrachés ce bouquin dans les bibliothèques. Donc moi je l'ai emprunté à la bibliothèque de Montreuil, et en fait c'est un bouquin qui est vraiment sympa, quoi. C'est à demander si ces gens-là sont pas masqués avec les éditeurs. Mais enfin, ça avait été jusqu'à demander, c'est des mouvements comme le Printemps français qui avaient appelé leurs sympathisants à demander au maire le retrait des livres dans les écoles et les bibliothèques, quoi. Donc c'est toujours assez sidérant. Bon, Montreuil n'est pas tombé là-dedans, on a pu avoir le livre à Montreuil. Mais à propos de gens connus qui critiquaient, on parlait de Ruiz, un éditeur qui était très connu, qui faisait des bouquins fabuleux, un éditeur pour les enfants, mais vraiment en dehors des lignes. Et où, je vous donne Émile, qui sait qu'il l'a planté, qui a essayé de le faire interdire et tout, Françoise Dolto et Giroud. Voilà, ces deux pétasses, là, parce que c'était vraiment des pétasses, qui jouaient les censeurs. Voilà. Et ce mec-là, il s'est retrouvé en faillite, comme par hasard. Ouais. Mais justement, là, il parle de Françoise Dolto, qui, elle, était justement pour un encadrement des ouvrages destinés à la jeunesse. Moi, je l'ai entendu de la bouche d'un éditeur, mais qui faisait des ouvrages remarquables, avec, par exemple, celui qui écrit Le Roi des Aulnes. C'est quand même pas n'importe qui. Il a écrit des textes pour les enfants, édités par cet auditeur dont on se souvient qu'une moitié du nom, Ruiz quelque chose. Et voilà, mais moi je l'avais reçu quand j'étais dans une autre radio concurrente, et je veux dire que c'était quelqu'un de remarquable. Voilà. Ouais. C'est lui qui m'a mis au courant des choses pas très jolies que propageaient, en tout cas, Dolto et Giroud. Ouais. Alors c'est pareil dans les livres qui ont subi des interdictions. Par exemple, il y a un livre, c'est La princesse qui n'aimait pas les princes, d'Alice Brière-Haquet, qui est publié à Actes Sud Junior. Une sortie scolaire pour assister à la pièce de théâtre adaptée de ce roman a été annulée à la demande des municipalités, de la municipalité UMP du Perreux-sur-Marne, par exemple. Ah oui, au Perreux-sur-Marne, à côté, là. Oui, parce que le maire du Perreux, c'était un cateau pur et dur, Voilà, non. Giraud, ouais. Et alors il y a Thierry Lenain. Alors moi j'aime bien ce qu'il écrit justement. Alors lui il a écrit Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi en 2008. Et comme Thierry Lenain a 2 filles, il écrit des histoires qui défendent les filles, mais il espère que les garçons les liront aussi, parce que lorsque les avec Zizi feront un peu moins leur malin, à croire qu'ils sont les plus forts, ça ira mieux pour tout le monde, même pour eux. Thierry en est certain. Et Nogent-sur-Marne, où j'habite, il y a une municipalité Bobo, je vous l'ai déjà dit, eh bien, ils ont un bulletin municipal, et dans les choses, il y a, vers la fin, il y a un truc sur les écrivains, jeunesse, tout ça, voilà. Et ils ont cité Momo Palestine. Pourtant, Nogent, je veux dire que il y a du monde qui est pro-israélien. Bon, oui, ils l'ont édité, donc voilà. Moi, je suis pas tout fort fanatique des gens de droite, mais bon, de temps en temps, ils ont des sursauts. Alors tout à l'heure on parlait effectivement de ce qui se passe actuellement, et c'est un peu la fin de l'exposition qui parle de ces réseaux sociaux qui sont qui sont dangereux. C'est-à-dire qu'on a eu une censure qui venait des cathos, qui venait de la droite, de l'extrême droite, mais en fait là on aurait aussi maintenant un peu une censure qui vient aussi qui vient de la gauche, et où c'est compliqué en fait de pouvoir s'exprimer. C'est-à-dire que les réseaux sociaux vont tellement vite, les choses sont souvent décontextualisées, donc il y a des phrases qui vont être reprises et qui vont enflammer la toile. Et bon, on sait bien que derrière un ordinateur, les gens se sentent complètement puissants, peuvent faire tout ce qu'ils veulent.
donc des pétitions sont signées. Là, il est question d'un livre qui s'appelle d'un livre sur j'ai chopé la puberté, où on a chopé la puberté. C'est l'autrice qui écrit la série des Pipelettes, et donc il y a quatre filles qui justement vont parler de puberté, vont donner leur avis. Donc moi j'ai pas feuilleté ce bouquin, mais apparemment j'ai pu regarder quelques pages sur internet. Donc elles vont donner leur avis, et comme ces 4 filles, il y a 4 avis différents, donc il y a des choses qu'on peut apprécier plus ou moins, mais en tout cas à chaque fois il y a une envie de se sentir quand même bien de ce corps nouveau, d'expliquer ce que c'est que la puberté, voir comment ça peut être ressenti. Et en fait, ça a complètement enflammé la toile. Il y a eu une pétition pour faire retirer ce livre. Il y a eu 140 000 signatures. Et ce livre, du coup, qui était publié par les éditions Milan, en fait, a été retiré, a été épuisé, n'a pas été réédité, quoi. Et sur la censure plus qui vient de la gauche, c'est un article qui est paru dans Charlie Hebdo en 2018. La gauche cible la littérature pour enfants. Et justement, Marie-Aude Muraille, on en parlait tout à l'heure. Il y a un exemple qui est donné. Marie-Aude Muraille, elle a écrit des romans depuis très longtemps. Ça fait plus de 30 ans qu'elle écrit. C'est une des premières qui a parlé d'homosexualité dans son livre Oh Boy, qui a été publié il y a presque 20 ans. Et on dit que maintenant, apparemment, elle se méfie. C'est-à-dire que dans un livre, elle avait été accusée de grossophobie par une phrase. Il y a un de ses personnages, une petite fille qui disait d'une dame, après elle avait appris qu'elle était enceinte, elle est grosse mais elle est gentille. On a dit de Marie-Aude Muraille qu'elle était grossophobe. De même que il y a un personnage à un moment qui tape Milo tape Riri le rat, et il y a une maman végane qui a accusé justement de violence, d'inciter à la cruauté envers les animaux. Donc en fait, effectivement, on peut imaginer que ça devient très très compliqué à partir du moment où on décontextualise les phrases, et qu'en plus on va donner à l'auteur, on va imaginer que c'est l'auteur qui propage de tels propos, l'autocensure va fonctionner, mais on risque d'aller vers un appauvrissement terrifiant, quoi. Tout à fait, et je peux encore recentrer tout sur nous deux, mais dans cette radio où nos auditeurs actuels savent très bien, c'est pas la peine que je la nomme pour lui faire de la pub, il y a un mec qui a fouillé dans le passé sur notre blog, de nos émissions, et il a trouvé un dessin que j'illustrais, si vous voulez, la flottille de la liberté qui s'est fait arraisonner en pleine mer par les pirates israéliens là, qui arraisonnent tout ce qu'ils veulent en pleine mer, alors que c'est une zone internationale et qu'ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas aucun droit légal de le faire. Je dénonçais ça dans un dessin. Et cette espèce d'abruti, là, il a jugé que mon dessin était antisémite. Il a commencé à déconner sur la liste interne de la radio, où ne vont que les gens qui produisent des émissions. Et tout de suite, ça a fait une petite flambée. Je parle d'une liste, c'est pas le web, hein, c'est une petite liste. Mais alors, il y a au moins une douzaine de gugus qui sont des animateurs de Radio Liberté, cette radio concurrente, qui ont emboîté le pas et qui nous ont traités, mais de tout. Voilà. Et résultat, on s'est fait virer pour antisémitisme, alors que, si vous voulez, on aurait pu, de notre point de vue, du mien en tout cas, qui avait fait ce dessin, je considère que c'est pas un dessin antisémite du tout. Et je peux en discuter avec n'importe qui. Ouais, et la censure, en fait, on peut s'apercevoir qu'elle n'est pas contenue à l'intérieur de nos frontières, hein, ça continue aussi à l'extérieur. On peut rappeler que il y a juste quelques années, c'est en Pologne, à Gdansk, on a brûlé des bouquins, on a fait un autodafé des livres d'Harry Potter, hein, justement. Des prêtres catholiques ont annoncé avoir brûlé des livres Harry Potter et Twilight, c'est des histoires de vampires qu'ils ont jugé sacrilèges. C'était le diabolique. Voilà, 31 mars 2019, donc ça c'est vraiment de l'histoire récente. On peut parler du Brésil aussi. Il y a une version brésilienne du guide du zizi sexuel. C'est un livre de Zep et voilà, qui est dénoncé comme faisant partie d'un kit gay par Bolsonaro. De Bolsonaro, on n'attend pas grande chose d'autre. Hein. Voilà, donc effectivement, on est dans une époque où il faut défendre les livres. Fifi Brin d'Acier avait été aussi attaquée, a été modifiée. Et justement, son autrice a dit qu'elle voulait reprendre les droits parce que ça correspondait plus à son personnage. Et c'est un livre qui avait moins de succès en France justement à cause de ça, parce que tout ce qui mettait du piment dans le caractère de cette petite fille avait été gommé. Bien sûr.
Ah oui, non, non. Ah oui, il y a encore un exemple d'autocensure de l'éditeur, comment dirais-je, les éditions chrétiennes, là, comment ça s'appelle? Bayard. Bayard, j'ai rajouté, si vous êtes des anciens auditeurs, vous devez vous en rappeler, qui éditait un bouquin d'histoire, sur son bouquin, ça s'appelait Lire, je crois, quelque chose comme ça. En dernière page, il y avait un petit reportage dessiné, et c'était sur Drancy, vous voyez, parce qu'il avait fait un truc sur les... Et alors, ils avaient effacé sur les képis des gendarmes français les insignes qui pouvaient les faire reconnaître. Vous voyez, non mais, il faut le faire quand même. Là, ça c'est les éditions Bayard, les éditions Cato. Hein. Bravo Bayard. Ouais, d'ailleurs, justement, là, il y a un petit truc sur Bayard. Ils disent que la censure porte souvent sur le vocabulaire et Marie-Aude Muraille sait que Bayard ne veut pas de gros mots, entre guillemets, par peur des réactions des parents. Donc, elle avait fait un petit bouquin dans lequel elle avait fait un jeu de mots avec je déclone pour déconner et ça avait pas plu. Les cathos, ils sont toujours virulents, hein. Voilà, donc il faut pas hésiter. En plus, cette exposition, elle a l'avantage d'être gratuite puisqu'elle est dans les couloirs de la BNF, donc elle est accessible à tous. C'est vraiment une très très bonne exposition, très très complète. Donc allez-y. Puis il y a des bouquins qui sont disposés devant chaque panneau. On peut feuilleter certains livres qui sont sur les panneaux. Puis après, je pense qu'on peut aller dans les bibliothèques, aller rechercher des livres, parce qu'il y en a qui ont été censurés à leur parution, mais qui finalement ont quand même réussi à percer. À être vendu. Et d'ailleurs, comme souvent, tout ce qui est censuré devient... Et dans l'actualité toute récente, justement, des interdictions, un livre qui s'appelle Histoire du soir pour filles rebelles, c'est d'Elena Favilli et de Francesca Cavallo. Ça a été publié en 2016 aux Arènes en France. Ça raconte l'histoire de 100 destins de femmes extraordinaires. Donc on va de la peintre Frida Kahlo à la physicienne Marie Curie. On passe même par l'icône de la mode Coco Chanel. Et ce livre vient d'être interdit à la vente en Turquie aux mineurs de moins de 18 ans. Donc voilà, merci Ankara, quoi. Merci Arnaud. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendrons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau.
car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. La chanson de Craonne, interprétée par Marc Augeret. Alors justement, dans les chansons censurées, cette chanson de Craonne, elle avait été censurée depuis la Première Guerre mondiale jusqu'en 1974. Donc elle était réhabilitée, et jusqu'en 2016, où on a appris qu'une chorale, la chorale de Poulainville dans la Somme ne pouvait pas chanter cette chanson. On n'en sort pas. Oh non, on n'en sort pas. Il faut être vraiment crétin pour censurer une chanson comme ça qui dit des vérités toutes simples. C'est quand même le peuple qu'on a chié, pendant que les gros, ils continuaient à grossir. C'est quand même, voilà, c'est 1 million de morts dans les campagnes françaises dépeuplées. Moi, j'ai vu des villages où il n'y avait plus personne. En Provence, tu sais, dans l'Haute-Provence, il y a un petit village où on était allé se balader, mais il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus un habitant. Ça tombait gentiment en ruine, tranquillement. Il y en a d'autres qui sont déjà complètement ruinés. Celui-là, il y a encore des maisons qui étaient debout, mais bon. Ouais. Alors je précise, en fait, l'interdiction, elle venait des services du secrétaire d'État aux anciens combattants. Voilà. Donc on continue, c'est les expos. Alors dans les expos, donc justement, cette magnifique expo à la BNF qui est visible jusqu'au mois de décembre 2019. Et ce qui est intéressant, c'est que si on a du temps, il y a plusieurs conférences qui sont organisées en marge de l'exposition à la BNF. Donc on peut, à partir le vendredi 15 novembre, c'est une rencontre avec Agnès Rosenthal et Cathy Coupré. Le 26 novembre, c'est Ne les laissez pas lire. Donc c'est est-ce que la loi de 1949 est toujours d'actualité? Donc effectivement, c'est intéressant parce que ça voit justement aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait de cette loi, même s'il y a des évolutions. Le 3 décembre, c'est Ne les laissez pas lire, c'est la BD, cible privilégiée des censeurs. Et l'enfant lecteur face au regard des adultes. Voilà, donc plusieurs conférences en marge de l'exposition. Donc si vous avez le temps dans les expos, Clément, notre Van Gogh de la gravure, comme tu l'appelles, donc Clément Skunvert, va exposer alors une œuvre monumentale au studio de l'Albatros pour les journées portes ouvertes des ateliers d'artistes à Montreuil. Là, le studio Albatros, c'est rue du Sergent Bobillot, c'est les anciens ateliers Pathé. Et donc, on peut voir sur son Facebook, je suis désolée, je suis allée sur Facebook, une photo de Clément qui a travaillé et c'est du gigantisme. Il recouvre tout un pan de mur. C'est une exposition qui s'appelle Trait d'Union Frontière, donc 52 rue du Sergent Bobillot. Donc, c'est à partir du vendredi 11 octobre jusqu'au lundi 14 octobre. Une exposition de photos de Cisjordanie entre les murs. C'était à l'occasion des ateliers d'artistes de Belleville. C'est donc des photographies qui représentent donc la Cisjordanie. C'est visible jusqu'au 13 octobre. C'est 1 rue Francis Picabia dans le 20e arrondissement
au métro Couronne. Dans les expositions qui continuent, Toulouse-Lautrec au Grand Palais, ça doit commencer le 9 octobre. Toujours Adolfo Kaminski au Musée d'art et d'histoire de judaïsme jusqu'au 8 décembre. Anne-Isabelle Roubaille au prieuré de Grès-sur-Loing. Il y a pareil des dates qui sont sur ce week-end et après ce sera terminé. Les chefs-d'œuvre belges d'Ixelles au musée de Lodève. Et voilà, on a fait à peu près le tour des nouvelles expositions qu'on peut signaler. Donc dans le culturel de la semaine, des films. On a vu cette semaine Cinéma Paradiso, un film italien de Giuseppe Tornatore, un film sorti en 1988 et un chef-d'œuvre du cinéma, parce qu'à travers ce film, on va retrouver une belle histoire d'amitié entre Philippe Noiret qui est projectionniste et un petit gamin de ce village sicilien, et quelle amitié va se lier entre les deux, comment ce gamin va devenir complètement fou et passionné par le cinéma. C'est aussi un hymne à toute cette population de ce petit village, comment les gens vivent, comment ils reçoivent ce cinéma, avec tout ce qu'on pouvait vivre dans un cinéma à l'époque, où les gens parlaient, les gens applaudissaient, c'était un lieu de rencontre, pleuraient. Et c'est aussi un film sur l'histoire du cinéma, comment vit un cinéma de quartier, que va devenir ce petit cinéma de quartier quand la société va se motoriser et évoluer avec la télévision. Et voilà, donc il y a des personnages assez truculents. C'est vraiment une magnifique réussite, ce film. Il n'y a rien à acheter, quoi. Non, tout à fait. Et il y a aussi, évidemment, toujours le curé du village avec la censure. Philippe Noiret est obligé de couper les scènes amoureuses, mais enfin c'est pas des scènes, c'est pas de la pornographie. C'est des baisers. Oui, non mais. Et alors la merveille, c'est qu'à la fin du film, Noiret meurt et il lègue au petit garçon qui est devenu un grand metteur en scène de cinéma, il lui lègue une bobine. Et je vous dis pas ce qu'il y a dans la bobine, si je le dis. Non, je le dis pas, parce que ma camarade m'a dit non. Bon, voilà, mais enfin c'est assez merveilleux. Ouais, c'est vraiment un très très beau film qui restera un film qui survivra malgré les années, qui vieillit pas. Ouais, complètement. C'est ces films réalistes comme on faisait, comme Choucha ou comme Le voleur de bicyclette, des choses comme ça, quoi. Là, le cinéma italien était au summum de son art. Et puis on a vu aussi Comme un avion de Podalides. Tu as vu. Ah ouais, c'est bon. Moi j'ai arrêté au bout d'une heure, c'est un film qui m'a complètement ennuyé. Toi il t'a pas ennuyé, moi il m'a profondément ennuyé. Bon alors je vous en parle pas. Bah si. Bah non, c'est ennuyant. Enfin vous verrez, moi personnellement je ne suis pas ennuyé. C'était un peu longuet, c'est vrai, mais bon, il y a eu des trucs qui m'ont bien fait marrer, c'est une belle observation de la vie en tout cas, bien traduite. Voilà. Et puis il y a Jaoui qui est magnifique, quoi. Superbe nana, on la voit toute nue. Ouais, mais enfin on met 1 heure avant de voir Agnès Jaoui, donc moi j'ai craqué avant. Avant de la voir toute nue. Bon, voilà. Et puis un autre film. La vie des autres qui est passé qui était sur Arte hier soir. Sur Arte hier soir, alors là c'est glaçant parce que c'est la Stasi, mais il y a aussi une belle histoire. Avec un espion de la Stasi qui a mis sur écoute, sur ordre évidemment de ses supérieurs, du ministre de la Culture, qui a mis sur écoute un couple d'artistes, lui est metteur en scène, dramaturge, et sa compagne est une grande actrice adulée en Allemagne de l'Est. Et le ministre de la Culture, il se paye charnellement dans sa voiture, qui est énorme, il se paye cette actrice. Elle n'a pas le choix, de toute façon, si elle ne se laisse pas faire, elle n'a plus de boulot, parce que c'est comme ça là-bas. Tous les apparatchiks communistes, c'était un petit peu ça, quoi. Mais il n'y a pas que les apparatchiks communistes, en France c'est pareil, aux États-Unis c'est pareil, bon bref. Et c'est cette histoire justement de ce couple magnifique et de la Stasi, et c'est vraiment à découvrir. Moi j'ai découvert, ma camarade Picucou l'avait déjà vu il y a très longtemps, mais moi non, et je suis pas déçu du voyage, hein. C'est sur Arte, vous pouvez peut-être l'avoir en replay, je sais pas. Enfin bon, en tout cas si vous pouvez l'avoir en DVD ou quelque chose comme ça, sautez dessus.
Voilà, j'ai tout dit, oui. Alors vous êtes toujours sur Radio Sud-Pente, qui est la station des Rapins sans foi, sans loi et sans courbette, qui émet depuis un garni et diffuse sur Internet à racaille.fr. On remercie dans la foulée Claude et André, nos auditeurs de la Nation, car il nous est une auditrice lointaine de la suburb. Marie-Christine Béguet, une gardoise graveuse à Pugeot. Claude et William, nos auditeurs chéris de Brest. Jean-Paul Soubraz, un grand artiste qui habite à Coudekerbranche dans le Nord, pas loin de Dunkerque. Claudine, une copine à ma camarade Piquet-Cou. Jean Penuzzi de Valois, plus de nouvelles depuis un moment, ça commence à m'inquiéter. Corinne, j'espère que tout va bien, Jeannot. Corinne, une tapissière émérite, là, qui est en goguette À Fécamp. À Fécamp, avec deux autres camarades. Avec Anne-Emmanuel et Frédéric. Voilà, ils se payent du bon temps à Fécamp, c'est bien. Deux autres artistes. Juliette Planck, une graveuse en relégation à Rochefort-sur-Mer, une graveuse qu'on aime beaucoup. Agnès Dubar, une autre graveuse en relégation dans l'Ariège. Qu'est-ce qu'ils foutent à se tirer tous. Thierry Morciot, un graveur belge magnifique. Colette, la veuve du plasticien Audon, un grand plasticien, voilà. Et Jacqueline Imbert, veuve du peintre Raymond Imbert, magnifique peintre. Liliane et Laurence, qui signent des polars sous le pseudo de Claude Isner. Et voilà. Michel Pellouel, mon voisin du dessus, qui est un peintre qu'on avait reçu dans notre émission. Un bon peintre, un très bon peintre, un très bon peintre, qui revient du Liban, là où il va tous les ans. Il a son galériste là-bas, il va passer une petite quinzaine au Liban. Il est du pot. Marie-Christine Perrandet et Christophe, des militants qui vont pas au Liban, ils vont surtout dans les ronds-points, etc. Dans les conseils de prud'homme, partout. Ouais, partout. C'est des vrais militants, des purs et durs, qui sont barrés aussi de cette radio infâme où nous officions avant, pour nous avoir soutenus, justement. C'est curieux, quand même. Larousse flamboyante, qui son émission. Elle fera une émission sur cette exposition, justement, mais je pense qu'elle la fera peut-être au mois d'avril. Oui, voilà, c'est ça. Donc il n'y a pas de concurrence, vous pourrez compléter par l'émission de Florence. Ouais. José Arthur du Mélange, toujours sur cette radio concurrente, une très bonne émission, le dimanche en fin d'après-midi. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre magnifique qui a son lieu de travail à Bon-Marlotte. Et l'empreinte, la librairie de Bon-Marlotte, une sacrée belle librairie, tenue par Florence Quenu. Et c'est là qu'on a découvert Anne-Isabelle Roubaille, parce que cette libraire, elle fait des expositions assez souvent sur des peintres locaux. Voilà, et c'est pas les mauvais. Hein. Bon. Et elle-même, elle vient de la fondation du Buffet, elle doit avoir sous le capot. Et Colette et Alain Gonzalez, des collectionneurs, des amateurs de peinture. Voilà. Ouais, t'as juste oublié Geneviève, notre sorcière bien-aimée, oh bah ouais, et Cécile, notre ancienne mais copine. C'est dingue, il y a des trucs qui disparaissent. Voilà, nous on y pense. Ah non, Geneviève Allier. Voilà. Pardon Geneviève, hein, mais je t'aime Geneviève, j'aime bien les sorcières, tu fais. Voilà, surtout, quand je me souviens de ce film, j'ai vu au moins 2-3 fois Les Sorcières de Salem, avec un acteur américain fabuleux là, qui fait le diable. L'émission est à l'écoute sur notre blog aracaille.fr à partir de demain, 11h. Non, merde, parce qu'on est censé être demain. Bon, enfin, vous avez compris, hein, notre petite cachotterie n'a pas dû résister longtemps à mes bévues. L'émission est à l'écoute sur, j'ai déjà dit, et on se termine avec une pause musicale aux armes de vis, mais c'est fini, et je vous dis au revoir, et ma camarade. Salut tout le monde. Que j'ai beaucoup fait chier. C'est la lutte finale, un combat d'initiés sans les perdants qui gagnent, nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé, d'un pantin au long bras, faut pas venir pleurer.
Nous enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sans élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim, de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes, etc. Que veut cette horde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres français quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi? Nos flics soldats mercenaires alors qu'on est tous étrangers aux armes, etc. Comprime et la loi triche, l'impôt se rit des malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel, l'égalité n'existe pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux à la naissance parfois, liberté, bête et chérie.